Les seuls gens qui existent sont les déments, ceux qui ont la démence de vivre, la démence de discourir, la démence d'être sauvés. Ceux qui veulent jouir de tout dans un seul instant, ceux qui ne savent pas bâiller ou sortir un lieu commun, mais qui brûlent, pareil au fabuleux feu jaune des chandelles romaines, explosant comme des poêles à frire à travers les étoiles. Il aime les névrosés parce que chez eux la volonté de vivre a été mise à mal. Là où elle s'exprime naturellement, l'existence perd tout intérêt. Quand l'identité n'a pas vacillé, quand les fonctions vitales n'ont pas été endommagées, quand l'instant n'a pas été brisé, quand règne ce que Nietzsche appelait la grande santé, quelle ennui au mieux, quelle vulgarité au pire. Le diable n'est jamais bien loin, car là où il sait qu'il est fasciné par des voyous à la gueule d'ange déchu, là où il guette ses jeunes proies, il y a un côté Dorian Gray chez Yann Morvan, attiré par les bas-fonds comme si son exigence de pureté intellectuelle et morale ne pouvait que fleurir dans la boue. Alors si seuls les badauds du désastre, les pourfendeurs d'illusions, les swingers du néant, les enterradifs, les frôleurs d'abîmes sont porteurs d'ondes de plaisir, on s'enivre de leurs poisons savoureux, on chérit leurs secrètes injures, et on les applaudirait de pouvoir écrire comme Arthur Schopenhauer au soir de sa vie. Eh bien, nous en sommes bien tirés. Le soir de ma vie est le jour de ma gloire, et je dis en empruntant les mots de Shakespeare: Messieurs, bonjour, éteignez les flambeaux, le brigandage des loups est terminé. Yann Morvan, bonsoir. Bonsoir. J'ai vu que vous étiez très intéressé par mon intro. Oui, parce que je me retrouve complètement dans un milieu que tu viens d'évoquer. Vous faisiez des photos, vous étiez dans votre appareil. Dégénéré. Et je suis ravi. Dans ce temps-là, ça tombe bien. Voilà, donc vous avez remarqué, je ne sais pas si vous avez filmé, que j'arrêtais pas de faire des photos. Ah oui, c'est filmé, paraît-il. Oui, alors je prépare le prochain livre, Yann Morvan chez Simon Collin. Donc, alors, on va parler de votre jeunesse, où vous étiez dans l'Alliance révolutionnaire anarchiste. Et ce qui était terrible, c'est que vous faisiez taper par tout le monde, parce qu'à la fois par l'ordre établi, l'ordre nouveau, les trotskistes, les maoïstes pro-chinois et pas les maoïstes pro-albanais. Oui, j'ai fait. C'est vrai qu'après avoir raté maths physique première et deuxième année, on rate pas parce qu'on donnait à l'époque les certificats, c'était après 68. Donc c'est vrai que j'ai essayé de faire du cinéma. Je voulais réellement faire du cinéma. Je voulais être réalisateur de films. C'était impossible. Donc j'étais à la faculté de Vincennes. Et là, à la faculté de Vincennes, il y avait une caméra qui était une Ariel Coutan en 16 mm, qui était aux mains des maoïstes pro-chinois. J'ai passé en tant que crypto-situationniste, j'ai passé une alliance avec les maoïstes pro-albanais. Terrible. Oui. Qui, évidemment, le professeur Gérard Girard, qui hante encore les couloirs de Vincennes, il paraît, avec un slip sur la tête, en déclamant du Mao, qui allait régulièrement rencontrer un Veroja en Albanie, et donc j'ai commencé à faire de la photo. À ce moment-là, plutôt que du cinéma. Et alors, on va raconter comment ça a commencé avec les blousons noirs. Vous vendiez des bijoux volés place du Tertre. Une fois, ouais, j'ai fait ça une fois. Et arrive un type en cuir avec des badges. En simili. Bon, ça va, vous n'allez pas tout critiquer. Non, vous n'allez pas tout critiquer, non. La légende est dense. C'était un blouson en simili. C'était un plastique brillant. Et je l'ai appris après. Je ne connaissais pas la différence entre les matériaux. Moi, je suis pas d'une extraction modeste, mais j'avais peu de connaissances, finalement, des métiers du cuir, par exemple. Qu'est-ce qu'il voulait faire, ce type, alors? Il était garçon boucher. Et ça, on s'en fout. Et donc, il était très fin, très mince, et il me faisait pas peur. Et donc, j'ai été le voir. Il avait plein de boutons sur la figure. C'est une époque, les années 70, on savait pas soigner les acnés juvéniles, les choses comme ça. Il devait avoir 17 ou 18 ans. Je dis, je voudrais vous photographier. Il m'a dit, hors de question, je vais te casser la gueule. Et je dis, non, je comprends, mais j'aime beaucoup le rock'n'roll. C'est pas vrai, parce que moi, je suis flower power, comme on le voit. Donc, j'ai toujours un pantalon à fleurs, des cheveux très longs et tout et tout. J'adore Jefferson Airplane, le ça se voit ce soir. Voilà. Et je lui dis, ah, mais oui, mais moi, j'adore Jane Vincent, j'adore tous ces gens-là. J'adorerais vous photographier pour l'amour du rock. Il m'a dit, dans ce cas-là, on prend rendez-vous. Vous venez dans ma chambre de bonne, de 7 mètres carrés, dans le 14e arrondissement, et tu me photographies sur mon lit avec mes posters de mes héros, comme ça. Et l'aventure est commencée. C'était Johnny de Montreuil? Non, ça, c'était pas Johnny. Johnny, je l'ai rencontré après au Puce de Montreuil, qui était
Tu as mal travaillé, Simon. Est-ce que c'est un tu intérêt seras de savoir sévèrement si c'était puni. Johnny ou pas Johnny? On s'en fout, c'est pas le même. Je suis journaliste, il y a une radicalité, il y a un truc qu'on ne dit pas. Tu seras sévèrement puni. Mesdames, vous savez... C'était lequel qui se faisait tout le temps péter la gueule? Ah, il y en a plusieurs. Johnny, oui. Johnny, il est mort dernièrement. On m'a appris qu'il a pris oui, il faisait un peu de proxénétisme, si tu veux. Et donc, il a été abattu dans un bar il y a quelques années. Et alors, ce qui était terrible, c'est que tous ces blousons noirs se battaient avec des coups de chaîne et des couteaux pour se prouver qu'ils étaient des hommes. Mais c'est la même chose qu'aujourd'hui. Là, on est dans l'actualité, on parle de tout ce qui se passe dans les cités entre les jeunes. Mais c'était pire encore. La différence, c'est qu'il n'y avait pas les réseaux sociaux. Donc c'est tous les soirs, il y avait des quartiers qui s'entretuaient à coups de chaînes de vélo, de serpettes, de barres de fer. La barre de fer quoi? La barre de fer tout, la barre de fer des exercices, oui. La barre de fer des... Il y avait autant de morts, si ce n'est plus qu'à l'époque, qu'aujourd'hui, mais on n'entendait pas parler. Moi, j'ai fait la une, enfin, j'étais à un combat boulevard Voltaire entre deux bandes de proto Hells Angels, parce qu'ils n'avaient pas encore la certification Hells Angels. Ah oui. Il y a eu un mort. Et le lendemain, ça a fait François, deux bandes rivales, etc. C'est génial, le mec a voulu vous taper. Il a essayé. Il est tombé, oui. Et puis il est mort. Je sais pas, j'ai entendu chouf comme ça, je crois que c'est le crâne. Mais j'ai pas la certitude, je n'ai pas vérifié. Donc, moi, je suis rentré chez moi. Il m'avait quand même tapé le bras, j'avais le bras cassé, donc j'étais sur ma Norton 850 Commando, 5 vitesses à pied, démarrage électrique, etc. Et je suis rentré chez moi avec et j'ai pas vérifié. Mais je pense qu'il était très blessé, quoi. Alors tous ces gens ils avaient un squat à Boulogne, ils faisaient des soirées BBB, bière, baisse, baston. Ouais. Et c'était un mélange, il s'appelait les Crypto-Anges de l'Enfer, et c'était un mélange entre chant nazi, accouplement rituel et couscous. Oui, tout à fait, oui. C'était bizarre, oui. Mais je pense que ça se poursuit. Oui, on le voit ici même. Les mêmes choses. Quand j'arrive ici, etc., j'ai des tableaux assez effrayants. Hein. J'ai vu des choses dans d'autres pièces ici que je ne préfère pas devant vous commenter, mais qui font peur, voilà, qui font réellement peur. Et je ne sais pas ce qui va se passer dans les heures qui vont suivre. Mais je suis là, je suis armé. Mon 22 l'ont presque du même appareil que j'avais dans les années 70, et je suis prêt à témoigner pour l'humanité de ce qui se passe finalement dans les intérieurs parisiens en ce moment de confinement exceptionnel. De confinement. Mais alors ce qui était terrible, c'est qu'en fait tous ces gangs étaient très organisés, parce que vous expliquez la différence entre un gang et une bande. Ah oui, ça c'est parce important. que le gang, il y a une loi, il y a un chef, alors que la bande c'est le bordel. Et alors par exemple un jour arrive sur un pont un mec avec un t-shirt avec une croix gammée à l'envers. Ah ben il se fait casser la figure parce que c'était une bande. Oui, mais là, si vous voulez, j'ai suivi les bandes depuis 75 jusqu'à maintenant d'ailleurs, puisque normalement je suis attendu à Marseille avec les gangs de la Castellane. Normalement, j'ai pas pu à cause du confinement. Je ne remercie pas le président Macron d'ailleurs, qui me prive de mes amis finalement, qui sont dans le sud de la France. Et donc tout ça est un millefeuille avec de multiples strates. Alors là, on est dans les années 88-89, où il y a, disons, après l'arrivée du hip-hop, il y a un renouveau antiraciste, antifasciste, etc. Tout ça amené par le gouvernement socialiste, avec touche pas à mon pote, etc., etc. Donc on se retrouve avec des gens qui sont des antifas, on va appeler comme ça, et qui font la chasse aux fas. Et donc les Anglais, évidemment, qui arborent la croix gammée comme dissidence, c'est pour montrer contre le pouvoir, hein, parce que c'est fuck the society. Eh bien, le petit Français moyen qui vient de banlieue pense que c'est un symbole nazi, et donc il tape sur finalement la personne qu'il aime, qui est proche de lui, mais qui devient une victime. Alors vous photographiez à l'époque. Dommage collatéral, voilà. Oui, dommage, ouais, il y en a dommage beaucoup. collatéral. Il y en a beaucoup dans votre vie des dommages collatéraux. Ouais, beaucoup de dommages. Oui. Mais alors vous photographiez à l'époque celui qui est leader des skinheads, qui sortait, vous le photographiez avec Tabata Cash, qui était une des plus grandes actrices porno au monde. Oui, je l'ai eu dernièrement au téléphone pour le photographier. Oui, studio près de la porte de la place de la Bastille. Tout à fait. Garçon. J'ai pas changé d'ailleurs. Pas très. Il a un peu forci. Ils sont un peu forci avec le temps. Hein, on vieillit. Il a une petite voix un peu fluette d'ailleurs. C'est assez Mais bon, c'est bon. Bah voilà, c'est Serge Ayoub.
Alors d'ailleurs, vous aviez fait un livre à partir de ça, parce que ça s'appelait Gang Story, qui a été interdit à cause d'un mec qui s'appelait Petit Mathieu. Vous avez lu, mais là on n'est que sur les gangs, hein, j'ai pas fait que ça. On en parle après, la suite. Ouais. Mais qui cassait des Arabes et des Noirs avec des marteaux. Alors, il y a un truc qu'il faut savoir. Si vous voulez tuer quelqu'un en France, c'est très facile. Donc, il y a des objets contendants qui sont acceptés. Par exemple, le marteau, sert à planter des clous. Mais un marteau dans la figure peut être létal. Et des choses... Bon, une chaîne de vélo pour réparer son vélo, aussi quelque chose de tout à fait possible d'avoir avec soi. On vient de crever en vélo, tout le monde a des vélos, on peut avoir une chaîne de vélo, taper sur quelqu'un, lui faire du mal. Bon, il y a tout un tas d'objets comme ça qui permettent finalement une serpette. À l'époque, mes gars avaient des serpettes. Le serpette, c'est un couteau d'électricien qui est recourbé. Une serpette à travers la figure pendant une dizaine de minutes, ça fait très mal. Donc, un manche de pioche. Ah bah le manche de pioche, c'est la base de base. C'est mieux que la base de... Revenons-en aux bases, un petit peu. Mais oui, c'est mieux que la batte de baseball, parce qu'on ne joue pas au baseball en France. Donc là, la maréchaussée peut vous dire, vous êtes un voyou, vous avez une batte de baseball, il n'y a pas de match de baseball. En revanche, j'avais un manche de pioche. Je dis, moi, je suis un ouvrier, je travaille sur les chantiers, j'ai toujours avec moi mon manche de pioche. On ne sait jamais s'il faut creuser un trou. Et alors, il y avait, chez les Hells Angels, plus rien à boire ici. Il y avait une mama qui était donnée en offrande au cochon. Ah bah ça, c'est Cochon, oui. Cochon, il était... Je l'ai retrouvé quelques années plus tard. Cochon, il était concierge à côté de chez moi. J'habite dans le 8e arrondissement, et donc j'avais Cochon qui était dans le 9e, un peu plus petit comme arrondissement, etc. Et je le voyais tous les matins sortir les poubelles. Et Cochon, à la grande époque, on est dans les années 90, fin 90, Cochon, à la grande époque, était apparemment, d'après la légende, avait un sexe démesuré. Et donc, quand il y avait une impétrante qui souhaitait rejoindre la bande, on la mettait au cochon, comme il disait. Alors, je sais que par les temps qui courent, c'est pas très bien de dire ça. J'espère qu'il a disparu, qu'il est décédé depuis le temps. Mais le cochon. Mais vous ne parlez que de gens morts. C'était la légende. Donc, on donnait au cochon donc la nouvelle impétrante des bandes de proto Hells Angels. Alors, on rigole beaucoup, mais tout ça, c'est quand même mal fini parce que les Hells Angels ont détruit votre baraque à la carabine. Non. Mais il y avait un Africain qui habitait à la place. Non. J'ai déménagé un peu avant. Ah bon? Et c'est un Africain qui s'est pris tout dans la gueule. Alors, ça a été reloué. Alors, évidemment, marchand de sommeil, c'était pas un grand logement. Il faut comprendre que j'habitais quand même dans des endroits très simples, très humbles, comme je suis. J'aimerais bien boire aussi, si tu veux que je continue, etc. Et voilà. Mais, on a de l'alcool fort, si vous voulez. Non. Et donc, je déménage parce que Paris Match publie mon sujet avec... La haine, leur seule école, terreur pour le plaisir. Et là, j'ai senti qu'il fallait que je déménage. Parce que c'était des titres qui n'allaient pas leur faire plaisir. Donc, le Madec, il s'appelait Madec, le loueur, un breton comme moi, et je me méfie des bretons. Et il a reloué un pauvre Africain, évidemment. Ils ont garé toutes les Harley-Davidson dans le truc, ils sont montés, ils ont cassé la porte avec des fusils en disant « Maintenant, tu vas payer ». Pour l'autre, en plus, tu es d'origine... Il est raciste. Voilà. Donc moi, j'étais un peu plus loin. C'était la rue de la Folie. Il s'est fait défoncer ? Non, je crois qu'ils sont... Parce qu'ils ne sont pas méchants, fondamentalement. Quoi. Je veux dire, c'est un peu comme des grands enfants, un peu pas voilà. Alors, on va parler maintenant de l'époque à Bangkok. Non, c'est pas bien de parler de ça. Pourquoi? Vous avez tenu un bordel à Bangkok? J'ai pas tenu un bordel. C'est ce que vous m'avez dit au téléphone. J'ai travaillé. Voilà. Non, j'ai pas tenu. J'ai travaillé, c'est-à-dire que j'avais très peu de moyens à l'époque quand j'étais à Bangkok. Donc il fallait que je trouve des jobs. Au départ, j'ai commencé ma carrière de photographe de guerre dans les années 80. Donc l'idée, c'était quand même d'aller couvrir la guerre entre les Vietnamiens et les Cambodgiens, les Khmers rouges à l'époque, sur le front. Donc j'étais sur le front, à la frontière du Vietnam et du Cambodge. Et malheureusement, j'étais de là-bas pour une agence qui s'appelait Gamma et ils ne me donnaient pas d'argent. Donc il a fallu que je me débrouille. Donc j'avais trouvé un business dans, disons, un lieu de massage. On ne va pas appeler ça un bordel, s'il te plaît. Un lieu de massage, on va dire. Et c'était de ramener des clients européens. Donc comme tout le monde me connaissait déjà, parce que j'avais déjà, en 80, j'avais déjà travaillé à Match et au Figaro Magazine, où j'étais le photographe, etc. Donc ma carrière était morte. Donc j'étais déjà...
perdu en mission, Lost donc à Bangkok. Et donc tous les journalistes qui venaient me connaissaient, j'étais là depuis longtemps, et je dis « écoute, tu veux te détendre, il n'y a pas de problème, je connais un endroit sympa, etc. » Et donc là... Et alors, vous racontez qu'il y avait des GI qui étaient reconvertis en gérants de bars, et des nains à l'entrée. Guerre du Vietnam, et dans le bar où je travaillais, etc., il y avait une plaque qui avait marqué If you can't fly with the eagles, you shit with the ducks. Donc c'était ça. Et donc le type faisait au moins 150 kilos, il avait fait 3 missions au Vietnam, ça s'appelle des rotations avec les anciens du Vietnam, et donc avec le petit pécule de l'armée, il avait... c'était tenu à la fois à Bangkok... Pourquoi le caissier était nain ? Ça amusait le client européen. Le client européen aime bien se sentir supérieur. L'occidental qui arrive, le français, le suisse, beaucoup de Suisses, l'australien, beaucoup d'Australiens, et il vient, il veut être supérieur. Donc un caissier nain, ça l'amuse. Et tout de suite, ça fait un engouement. Vous dites qu'il y avait un écrivain suisse pédophile. Absolument. Absolument. Lui, c'était mon ami, lui. Oui. On le connaît ? Il est connu ? Non, mais je ne sais pas, il a disparu, il a dû mourir. C'est le début du sida, on est en 80, etc. Donc, tous ces gens-là ont disparu après. Heureusement. Très régulièrement. C'est arrivé au bon moment. Je ne sais pas, mais là... Vous n'aviez pas croisé Gabriel Maznev ? Les gens que j'ai croisés, je n'en parlerai pas, parce que ça s'appelle de la diffamation, et finalement... Alors vous viviez dans une petite baraque à bois qui était aménagée sur un marais qui était rempli de déchets, de merde et de cadavres. Et on traversait cadavre, ça en barque. Oui, cadavre, ça compte pas le cadavre à l'époque à Bangkok. c'est le quotidien, le cadavre à Bangkok. Oui. C'était bien cette petite baraque. On traversait en barque ce petit... Oui, on venait en barque. C'était, alors, elle était fabriquée en tôle récupérée sur les bases américaines. Donc c'était des jerrycans, des containers, etc. Donc ils récupéraient ça et ils faisaient... Tout ça est sordide, hein, mais c'est la vie de 80% de l'humanité. Hein. Il y avait la Chicken Farm. Grace Hotel. Alors la Chicken Farm, qu'est-ce que c'était ? La Chicken Farm, quand on rentrait, vous entendez, je sais pas, à peu près 200 jeunes dames qui attendaient un client, et ça faisait un bruit incroyable. Et c'est les touristes occidentaux. Moi, j'étais pas du tout là-dedans, parce que je consommais pas. Il y a un truc qu'il faut comprendre, c'est que quand on travaille dans le métier que je fais, je peux pas consommer. C'est-à-dire, il faut garder une distance. C'est Hubert Beuve-Méry, hein, le bon journaliste, il est toujours dans la distance. Donc, vous êtes là, vous êtes à l'écoute. Et c'est vrai que la Chicken Farm, comme ça, vous aviez une espèce de fond comme ça, avec... vous parlez thaïlandais, Simon, je présume. Voilà. Et vous étiez sous amphétamine aussi. C'est Wadi Krap. Et donc, vous entendiez cette langue très chantante autour de vous, et ces centaines de jeunes filles qui attendaient l'être élues, peut-être, parce que l'idée, c'était d'avoir ce qu'on appelle toujours la carte verte. C'est-à-dire, vous verrez, jeunes dames, comme nous, la France, on devient un pays du tiers-monde bientôt. Combien ce sera important d'avoir une carte verte d'un Chinois qui vient de vous récupérer, etc. On a le tarif jeune consommateur, le tarif étudiant. Donc à Shanghai ou à Pékin, avec des vraies villes où on consomme. Et donc avoir un occidental généreux qui vienne, qui dise « Tu es l'amour de ma vie, on va faire des enfants, tu vas revenir, etc. » C'est ce qu'on appelle l'esclavage sexuel. Et pourquoi vous preniez des amphétamines ? Vous preniez quoi comme amphétamine ? Je sais pas, il me donnait des trucs. Ah oui. Ouais, je sais pas, j'ai pas regardé. Là aujourd'hui, on regarderait. Maintenant que je suis vieux, je fais attention à ce que je prends. Mais à l'époque, quand on a 25 ans. Et est-ce que c'est ça ce qui a donné votre petit catalogue raisonné des perversions sexuelles à l'aube du XXIe siècle ? Non, ça c'est plus tard. Ça c'est la faute à Ardisson, ça, à Thierry Ardisson. Pourquoi ? Et parce que quand j'ai commencé, j'ai fait beaucoup de guerre pendant 10 ans. J'ai fait que de la guerre. On va parler. J'ai fait que de la guerre pendant 10 ans, et à un moment donné, vous savez, là on parle de problèmes de commerce, de problèmes financiers, mais ça a toujours été. Donc il y a eu, moi j'ai travaillé pour le journal américain Newsweek pendant 5 ans, de 82 à 87. J'étais correspondant de guerre à Newsweek, je faisais tous les conflits. Et en 87, il y a eu un crack à Wall Street. Ça vous avez oublié, et puis tant mieux, etc. Et là, à Newsweek, il y avait une patronne que j'ai rencontrée, elle a viré tout le monde, dont moi. Donc vous êtes sur un champ de bataille quelconque, dans un pays quelconque, vous recevez, à l'époque c'était des telex, il n'y avait pas les saloperies de mails, de trucs, etc. Et c'est Yann, you're fired. Vous êtes viré. You're fired. Bon.
Bon, je suis viré, c'est à l'américaine. Hein. You're fired. Bon, vous avez gagné énormément d'argent parce que les Américains payent, etc., mais vous êtes viré. Donc après, il faut se reconvertir. Et quand vous rentrez en France, là, on va dire « Ah, Coco, tu sais, t'as vu, la guerre, maintenant, c'est fini pour toi, qu'est-ce qu'on va faire ?» Et en France, la seule chose qui marche, c'est, excusez-moi, la nourriture et puis les choses de l'amour, on va dire, pour parler communément. Donc c'est un pays de nourriture et de choses de l'amour. Devenu aujourd'hui un pays un peu du quart-monde, où on va faire venir les gens de tous les pays pour manger et puis pour rencontrer des escort girls, des choses comme ça qui sont ravissantes. Mesdames, je tenais à vous féliciter parce que... Vous êtes très belle. Donc ça marche comme ça. Donc je me dis, il faut que je me reconvertisse. En plus, j'avais 4 enfants. Donc, 4 enfants, des tout petits, ça mange, les enfants, puis il faut payer les nounous, les machins, etc. Il faut trouver quelque chose. Donc je fais la rencontre à l'époque du roi du porno, qui s'appelait Michel Ricot, qui a été assassiné un peu plus tard, etc. Il était bien fini aussi. Non, mais c'est triste. Mon existence... Il a été assassiné, Michel Ricot. Oui, je dis pas, j'ai pas le droit parce que le type il m'a menacé de mort si je disais que c'était lui qui l'avait tué, mais je sais très bien ce qui s'est passé. Et non. Il nous écoute. Je sais pas. J'espère qu'il est décédé. Mais c'est vrai que mon existence est jalonnée de... On va en parler, oui, il y en a d'autres. Et donc Michel me dit, avant de partir aux Seychelles, il me dit, Yann, j'ai peur pour ma vie, etc., etc., est-ce que tu t'occuperas de ma femme et mes enfants? C'était le roi du porno. J'avais essayé de l'aider, de lui faire comprendre la philosophie de Hegel et de Habermas, mes grands philosophes allemands. Et il avait fait un film X en tournant la caméra à l'envers. Ça a été un grand succès d'ailleurs. Et donc j'étais très triste et toute la pensée philosophique allemande, etc. Surtout Habermas, que je trouve un des plus grands. Je ne vais pas parler de Feuerbach. Feuerbach, que comme tout le monde sait, a inventé le marxisme, etc. Donc on n'en avait pas été jusque-là. Donc on s'était arrêté à Habermas. Il avait fait quelques tentatives finalement de films porno à travers la philosophie allemande du 19e siècle. Et donc il me dit, je vais mourir. Il est mort, voilà. Quand il est revenu, il est noyé. Et là, j'avais rencontré Thierry Ardisson, qui à l'époque lançait Entrevue. Ouais. Et qui avait quand même... Thierry avait beaucoup de... Il voulait faire le... Moi, je suis un grand naïf. Ça se voit. Je tiens à vous dire, quand je suis rentré au Figaro Magazine en 78, j'ai fait le numéro 0. À l'époque, le chef du service photo m'avait dit, tu sais, Louis Powell, il veut faire un très grand magazine, il veut faire un magazine comme ce qu'a fait Andy Warhol et tout. Je l'ai cru. On oublie. Après, Thierry Ardisson me dit, je vais faire un magazine qui va s'appeler Interview, comme le magazine de Warhol, etc. Je l'ai cru. Bon, c'est devenu un brûlot, un peu crapuleux. Entrevue, ça s'appelait? Non, oui, au début, c'était Interview. Après, il a fait le procès, il a perdu le procès avec les descendants de Warhol, et ça s'est appelé Entrevue. Et c'est devenu d'un truc où, bon, Ardisson est un type sympathique, plein d'idées, etc. C'est devenu un brûlot dégueulasse, etc. Et il m'avait trouvé un job qui était le Dr Rose, Pink Doctor, où tous les mois, je racontais une histoire sexuelle, mais toujours en tout bien, tout honneur. Je veux à vous rassurer tout le monde, père de famille, etc. À chaque fois, j'avais ma bouteille de GB dans tous les boîtes à partous de Paris. J'arrivais pour dire est-ce que Irma est là? Une jeune fille venait, on vous fait une petite pipe, monsieur Yann? Non, merci, pas ce soir, etc. Donc tout se passait très bien, etc. Donc tous les mois, j'avais ma page où je racontais, ça a fait un livre qui s'appelle Monde de sexe. Avec Florentin. Avec Florentin, il a fait une réédition, etc., etc. Bon, tout se passait bien. Et voilà, pendant des années, ça m'a permis de vivre, de faire des journaux comme New Look, Mags, Glamour, etc. Parce qu'avec les enfants, on avait dit, Yann Morvan, tu feras plus la guerre. Maintenant que tu as des enfants, tu n'as plus le droit d'aller risquer ta vie. Du coup, on revient en arrière, on va parler de vos guerres. 23 octobre 83, à Beyrouth. Ah oui, ça c'est Drakkar, ouais. Ça c'est terrible. Bon, j'arrête de parler, maintenant j'ai plus rien à boire. Il y a un camion qui est piégé, 58... Non, mais je suis sérieux. je peux faire une auto-interview. Je suis très bon.
Je connais toutes les anecdotes. Et il a bossé. Hein. Il y a un camion. Moi aussi, j'ai bossé sur lui. Hein. Je peux dire plein de trucs dégueulasses. On va faire une auto. Chacun fait son interview de son côté et on se croise jamais. Alors, un camion piégé, 58 soldats morts, et soudain, vous entendez des cris. Non, Ouais. ça s'est pas passé comme ça. Je suis au Palm Beach Hotel. Le Palm Beach Hotel, c'est un hôtel fabuleux en face du Saint-Georges, qui est dans le quartier des hôtels les plus chics de Beyrouth. Évidemment, tout est détruit. Le patron du Palm Beach Hotel, qui est décédé il y a quelques années, Dieu et son âme, etc., me dit, Yann, ça fait des années que j'étais là, hein, on m'appelle Al-Mukhtar Beyrouth, le maire de Beyrouth, puisque je suis là depuis des années, j'ai une Chevrolet Corvette, j'ai un chauffeur avec une Mercedes, puisque Newsweek me donne toutes les facilités pour travailler. Et donc, je vais au Palm Beach Hotel et dit, Yann, je ne veux pas de réfugiés dans mon très bel hôtel, donc si tu veux, je te donne la dernière étage, la terrasse, hein, avec un serviteur pour $100 la nuit. Parfait. Bon, on va faire comme ça. Donc, je suis tout seul dans cet hôtel, etc., avec une terrasse. J'achète un Sony 65 cm pour regarder Apocalypse Now, mon film favori. Et je tenais à féliciter Kerr, là, qui dit que les plus gros films, les meilleurs films qu'il ait vus, c'est Apocalypse Now. Il a fait une crise cardiaque juste après avoir dit ça. C'est très bien. Et la Dolce Vita, il a tout à fait raison. Et donc, je regarde en boucle Apocalypse Now, parce que je vis ça quasiment au quotidien, ça me donne... Et... à 6h du matin, j'entends une explosion. Enfin bon, je suis à Beyrouth depuis 9 mois. Tous les jours, il y a des explosions. Je me rendors. Et puis, j'ai pas envie d'y aller. J'ai vraiment pas envie. Ça va. 1 heure après, une autre explosion. Et là, on tape à ma porte. Bing, 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 bing. C'est mon chauffeur, Ali Mehdi. Il me dit, Yann, il faut qu'on y aille. Il y a une Jeep avec 3 Français qui a explosé. C'est important, il faut aller faire les photos. Je prends mon sac avec 2 appareils, etc. Et je le suis dans la voiture. Donc, il avait une Mercedes 280 SE, vitesse à main, etc. Un peu coupée, très jolie. Bon. Et donc, on arrive. Et là, j'arrive devant l'immeuble du Drakkar. L'immeuble du Drakkar, c'est un truc effondré. C'est-à-dire que le 8e étage, il est au rez-de-chaussée. On voit là partout comme ça à Beyrouth. Je me dis, qu'est-ce qui se passe? Il me dit, là, il s'est passé quelque chose. Je m'arrête, consterné, je m'assieds et je dis, non, mais attends, c'est tous les jours. Les autres correspondants, ils passent une semaine, 10 jours. Ouais. Moi, ça fait là 9 mois que je suis là. Donc, c'est des cadavres et des trucs. Bon, une fois, j'ai marché sur une gamine de 15 ans en bouillie et des trucs. C'est ras-le-bol, quoi. Et je me dis, non. Oui. Puis tout d'un coup, je vois, ça s'agite, je vois un chien, un loup, un truc. Et là, j'ai un truc, un réflexe. Ah, c'est comme... et je me dis, bon, je vais quand même faire des photos. Eh ben oui, il y avait un mec qui était planqué, qui était dedans. Et ils l'ont sauvé, etc. Ça a fait la une dans Match et 24 pages. Et c'est une poignée de main parce qu'il y avait un mec qui a donné sa main. Oui, mais là, ça gratte. J'ai toute l'histoire, j'ai etc. Et c'est un miracle. Et ça fait un des miracles... et c'est une photo les plus célèbre au monde. En France, au monde. La plus célèbre, c'est celle que j'ai fait de Lady Diana dans le carrosse. C'est la plus connue. Ah oui? Vous en parlez jamais de celle-là. Non, mais c'est ma princesse, elle m'a sauvé, j'étais viré de l'agence et grâce à elle, j'ai payé tout le pool de l'agence, etc. Et donc, Lady, où tu es, je suis avec toi, je pense à toi, je te remercier jusqu'à la fin des temps d'avoir sauvé ma carrière. Alors, et d'être avec Simon Collin ce soir. Vous avez été condamné 2 fois à mort. Ah bah oui. Ça. Alors ça, c'était génial. J'ai eu peur. Là, au Liban. Oui. Quand il vous asperge de papier. Ah ouais, le type il avait le crâne. Alors, non, ça, ce qui était flippant, c'est que les mecs ils disent rien, puis il a le crâne rasé, puis il y a les versets du Coran qui sont tatoués sur le crâne. Ça, vous avez jamais vu ça. Si un jour vous êtes condamné à mort, vous avez ça, vous allez voir, c'est assez marrant, parce que c'est assez flippant. Et là, j'étais... Et alors là, il y a l'apprentissage de la peur. Parce que, avant de mourir, on ne sait pas comment on se conduit. J'ai vu un truc incroyable. Une des scènes qui m'a le plus frappé dans ma vie, c'était un Italien condamné à mort avant d'être décapité. Et il dit à son bourreau, c'était en télé, il lui dit « Tu vas voir comme un Italien mort ». Et le mec lui tranche la tête. Et là, je dis, putain, le mec, il a quand même des couilles, quoi. Je veux dire, putain, waouh, c'est un beau mec, quoi, quand même. Je veux dire, bravo. Et là, vous êtes avec l'autre trou du cul, là, le crâne rasé qui vous asperge. Vous avez 4 mecs habillés tout en black qui disent, tu es un espion Anta Jelsus Israël, tu es un espion israélien, etc., etc. Et là, tu dis, c'est très, très mal barré.
Et après, bon, il y a les épreuves, j'ai passé les épreuves. À un moment donné, j'ai eu un des témoins qui sont venus, qui ont dit, mais non, qui étaient des espions sunnites, etc. Bon, il y avait tué des espions là-bas. Bon. Et qui disent, mais non, c'est pas, il est vraiment journaliste, travaille avec Newsweek, etc. Il y a un procès, etc. Et à la fin, on vous dit, écoute, il y a une solution. Si tu veux qu'on ne t'exécute pas, tu deviens musulman. Et là, je dis, il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. Et là, vous avez quand même super flippé. Alors là, j'ai appris quelque chose sur moi, c'est sur la peur. Parce que les gens ont peur. Les gens disent, j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur. Ils ont tous peur. Ils ont peur du Covid, ils ont peur des trucs comme ça. Mais la peur de mourir dans les 10 minutes, etc., chacun est différent. Moi, j'ai vu des gens dans les tranchées, etc., avant de mourir, qui se chient dessus, qui se pissent dessus, qui parlent, etc. Et moi, je me suis rendu compte que juste avant d'être exécuté, la peur, je me mettais à transpirer. Oui. Et je perds 1 litre d'eau. Je me mets à mais c'est un truc que je ne peux pas contrôler. De transpirer, de perdre de l'eau comme ça, et de plus pouvoir parler. Comme ça, et de transpirer. Et on comprend. Après, quand je vois les vidéos de mecs se faire décapiter, je comprends très bien. Je veux dire, on est tétanisé. Juste avant de se faire exécuter, on est tétanisé. On ne bouge plus. Ça fait trop peur. Alors quand je vois les films, le mec qui fait un double dong, karaté, machin, etc., avant d'être exécuté, je ne crois pas un seul instant. Et vous avez été monté jusqu'à sous la guillotine ? Non. Et là, ils me préparaient et tout. Et puis bon, ils font le procès. Ils me disent, et puis ils me disent, bon, écoute, voilà, est-ce que tu veux bien être musulman ? Je dis, oui. Pas de problème. Et là, il y a le rituel. Et là, pour mes amis musulmans, je suis d'abord allé Abdullah. Et je veux dire que c'était quand même un moment assez exceptionnel. Et là, il faut réciter 3 fois. La ilaha illallah Mohammed Rasulullah. Je connais par cœur. Hein. J'ai mis quand même 5 minutes avant de pouvoir prononcer. Parce que j'étais là, comme ça. Et à un moment donné, j'ai réussi. Et là, ils se sont mis tous les 3. Ils étaient habillés tout en blanc, avec des barbes noires. C'était les frères musulmans. Ils étaient à Tripoli, c'était en plein attaque israélienne, etc. Bon, c'était pas terrible pour les espions israéliens. Enfin, j'étais pas, mais bon, bref. Et là, ils se mettent autour de moi, et ils m'entourent, et ils se mettent à chanter. Ils me disent, répète. Et là, comme ça. Et j'arrive à le faire 3 fois. Et là, ils m'embrassent et tout. Maintenant, tu es notre frère, etc., etc. Et ils me disent, maintenant, tous les jours, tu lis le Coran, une sourate du Coran. Je dis, il n'y a pas de problème. je le fais. Librairie Georges, sur Amra, à Beyrouth, j'achète dans la Pléiade, je lis toujours, le Coran, et pendant 3-4 jours, je lis la sourate de la vache, la sourate de... etc. Puis à un moment donné, je décide de rentrer à Paris, parce que c'est too much. Voilà. Et c'est quand vous avez failli être exécuté d'une balle dans la tête aussi. Ah ben après, oui. Non, mais ça, c'est l'année d'après. C'était moins drôle. Bah, parce que le type, il y a un type qui s'arrête à côté de moi, là, en voiture, je suis comme ça, le mec, il le sort, il est là comme lui, le mec prend une Kalachnikov, et là, il rentre la Kalachnikov dans le bide, le mec, il tombe, il fait un cri, ouh, comme ça, il retire la Kalachnikov, ping, et il lui tire, il l'abatte, quoi, il le finisse comme ça, et après, il vient vers moi. À ce moment-là, il y a mon chauffeur, Mehdi, il fait, attends, Ascot, comme ça. Et l'autre, il commence à parler entre eux, et le chef, machin, la famille, bordel, l'autre, il est là, les yeux injectés, ils sont défoncés. Les mecs. Hein. Je veux dire que première ligne, c'est défoncé. Hein. J'étais avec les talibans en Afghanistan, c'est défoncé de chez défoncé. Hein. Et le mec, ils sont défoncés à quoi ? Bah, au shit, aux enfêtes, à la drogue, à tout. Les mecs, la guerre, à 14-18, c'était l'agneau. Hein, je veux dire, c'est toujours défoncé. Hein, je veux dire. Les vrais pros ne le sont pas, parce que, etc., ils ont une défonce une autre. Mais la base du militaire est défoncée. C'est très compliqué quand même, hein, ça fait peur. Et donc là, je me dis, ça y est, c'est bon, etc. Je fais une photo. Elle est dans le fanzine que je t'ai envoyé. Tu sais, on voit un cadavre par terre avec un truc. Et là, il me dit, Roa, attends, allez. Je prends avec le truc, on s'en va. On arrive au QG du commandement général Ahmed Djibril. Et le mec, il fait... Vous n'êtes pas mort ? Mais comment ça se fait que vous n'êtes pas mort ? J'ai mis mes trucs pour exécuter tous les gens. On fait, non, on n'est pas mort. On voudrait rentrer. Il m'a dit, tu t'en vas, allez, vous passez. On rentre. Là, sur la route, on récupère 3 Palestiniens de l'OLP, on les met dans la voiture. Ils nous voient, ils tirent au... Mais ça, c'était génial. Quand le mortier est arrivé, la voiture, elle a explosé. Là, tout s'est effondré de la voiture. Et là, je me suis dit, waouh, on dirait, vous savez le film avec Louis de Funès Oui, le Cornio. Le Cornio. Et je me dis, je suis dans le Cornio. C'est une catastrophe. Regardez-moi ça.
Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Vous oubliez qu'est-ce qu'il y a? Bah, maintenant, elle va marcher beaucoup moins bien, forcément. Et on est retourné dans nos lignes avec le mec, il avait le volant, les 4 roues, il n'y avait plus rien autour. Et t'avais derrière les 3 Palestiniens qui étaient comme ça, en train de prier, etc., etc. Là, je suis rentré direct à Paris le lendemain. J'ai fait une conférence de presse, j'ai expliqué ce qui se passait, où étaient les lignes. Parce que sur la guerre, ce qui est important, c'est de savoir où les lignes bougent, comme ça. Et là, j'ai fait la conférence de presse et j'ai dit, voilà, moi, je rentre à Paris. Alors maintenant, on va pas dire qui c'est. On va c'est pas vieux, ça. Vous voyez de quoi je peux parler. On va parler de Joe. Ah, Joe. Ouais, voilà. Mais là, on dira Joe, on dira qui est Joe à la fin de l'émission. Bah, Joe, c'était. Attention, commencez pas tout de suite. Du calme. Alors, octobre 94. Là, je sens que j'ai pas un bon groove là. On me fait raconter des histoires terribles. Vous devriez pleurer? Hein? Vous devriez être plus triste? Non, mais c'est vrai que c'est. Je sais pas. Faudrait peut-être que. Non, oui, j'aimerais bien boire quelque chose. Je suis pas alcoolique du tout, mais c'est vrai que. Qu'est-ce que c'est le truc là? C'est de la vodka? Non, c'est du sucre de canne. Ah, c'est pas bon ça. Et mais non, vous me faites parler, donc il faut pas que je dise de bêtises. Il faut que j'ai quand même les gens qui vont, les 250 followers que tu as. 250 000, vous voulez dire? Il faut qu'ils soient rassurés, etc. Bon, on va parler de Joe. Bah, Joe, Je dis pas qui c'est. Je dis pas qui c'est. En 94, on avance un peu dans le temps, je raconte une histoire sur la fracture sociale. Qu'est-ce que la fracture sociale? Ce qui fera d'ailleurs l'objet d'un livre très prochainement, etc. Comme tous les 20 livres que vous pouvez vous acheter. Là, c'est le moment pub. Là, c'est voilà, le moment vendeur de Camelot. Il y a Morvan, etc. Il y a toujours un truc avant. Je vous encourage, etc. Des livres exceptionnels. Il y a un Kiss Bang Bang. Non, pas encore. Ah oui, non, si, vous en avez fait un. J'en ai fait 4 des Kiss. Des Kiss Bang Bang. Et donc, je commence à faire un sujet pour Paris Match sur la fracture sociale. Et donc, je repère alors, j'ai un assistant qui s'appelle Salomon. Vous êtes juif? Comment Salomon, vous êtes juif? Salomon est juif. Oh! Qui est un grand Congolais, très fort, etc. Et qui m'aide donc, dans les milieux. C'est pas Mehdi? Non, Mehdi, ça c'est au Liban. Salomon. C'est comme vous changez les prénoms. Non, je ne change pas les prénoms. Salomon. Dites-moi, Germaine. Vous étiez au courant? Salomon. Il est juif. Je ne donne pas son nom de famille. Il va m'aider pendant 3-4 mois parce qu'il impose. Et puis, les gens, ils se laissent plus facilement photographier, surtout dans les endroits un peu difficiles. Salomon, malheureusement, se retrouve dans une sale histoire de drogue où il assiste à un criminel qui tue une femme d'un trafiquant de drogue, enfin un truc assez sordide. Salomon se retrouve en prison. Et Salomon pigeait un match et vendait du shit aux gros journalistes de Paris. Non, ça c'est Omar. Omar, il est toujours... Il y a toute la famille. Il est toujours là, il est toujours en lice à droite à gauche. Là, ils l'ont reconverti parce qu'il travaille pour la police, donc ils lui ont refait une identité. Elle existe toujours? Bien sûr. Tous ces gens-là, c'est des gens qui... J'avais un ami à moi qui était commissaire de police, etc., qui me disait la France, c'est la République la plus sanglante, etc. C'est vrai. Donc il faut savoir ça. Donc tous ces gens-là se retrouvent plus ou moins reconvertis après avoir travaillé pour le pays. Et donc Salomon, qui se retrouve malgré lui, dans une histoire de trafic de drogue où il y a évidemment une victime. Une mère de famille en plus. Mère de famille, la femme du trafiquant de drogue qui n'avait pas payé, etc. Bon, bref, donc Salomon se retrouve à la santé. Et là, il m'écrit, j'ai toujours la lettre, il me dit, Yann, écoute, je suis vraiment désolé, ça s'est pas passé comme ça devait, il y a une bavure, et je te conseille de travailler avec Joe, qui est un mec formidable. Bon, après, on verra qui est Joe. Et donc Joe, pendant 6 mois, il m'a aidé, il a porté ce qu'on appelle mes flashs électroniques, etc. Tout le monde l'adore, Joe. Tout le monde l'aime. Joe, c'est le gardien du... Et il a une petite amie. Oui, que j'ai retrouvée dernièrement, que j'ai photographiée. Ah bah oui, Sabrina. Elle s'appelle Nadia dans mon truc. Elle a plusieurs noms. Qu'est-ce qu'elle devient? Elle est prof de piano? Non, Nadia, elle est SDF, Gare de l'Est. Si vous voulez aller l'aider, elle est punk à chien, Gare de l'Est, etc. Donc elle a fait 3 AVC, elle n'a plus toute sa tête et donc elle est dans la rue, elle est dans le caniveau, quoi. Bon. Donc c'est la fiancée de Joe. De Joe. Elle se plaint. Il fait 12 à 14 fois l'amour par jour avec elle. Ah oui. Donc, il était Joe.
Donc elle se plaint quand même. Il était comme un castor, il avait fondé sa carrière sur sa queue. Voilà, il travaillait avec sa queue, oui, comme on dit pour les castors. Et donc Nadia se plaint, je la photographie, elle se suicide plusieurs fois, donc je la photographie avec un pistolet, etc. Un avant-suicide et tout, et donc je continue à travailler avec Joe jusqu'à ce que ça dérape avec Joe. Alors attendez, déjà, Joe était militant pour le droit au logement. Absolument, il est militant du DAL, donc la police l'utilisait pour avoir des informations. Joe était indique pour la police. C'est un tonton, oui. C'est un indique. C'est un indique, oui. C'est important pour la suite. Alors. Voilà, Joe est un indique, et donc à un moment donné, Joe dérape avec Omar et avec le Marseillais, donc on se retrouve dans une voiture pour Paris Match, et ça dérape. Ils me font faire un... Alors, c'est une époque où Chirac vient d'être élu, et Chirac veut faire voter des lois sur les banlieues. Donc il faut fabriquer des sujets pour montrer que la banlieue, c'est quand même sordide. Donc ils utilisent Antenne 2 qui font un faux sujet, et moi ils me proposent de faire... ils louent des armes à la SFP, et je suis obligé de faire les photos pour faire un sujet dans Match. Alors ça correspond pas trop à mon éthique journalistique, parce que autant aller embedded des milieux où ça se passe, mais aller louer des armes à la SFP pour mettre à des gens pour dire voilà c'est ce qui se passe en banlieue, ça devient très compliqué. Donc là on m'explique qu'il faut le faire. Et je dis non, je ne peux pas faire ça. C'est pas parce que on est en 95, ça fait déjà plus de 20 ans que je fais ce métier, j'ai une petite réputation, etc. Donc je dis ça, c'est pas bon pour moi, ça, de fabriquer des fakes. Et là, ils me disent, bah écoute, il faut le faire. Parce que si tu ne le fais pas, d'abord, ils commencent par me casser la gueule pendant quelques jours, et puis après, ils me disent, bah voilà, bah, ta femme, on va la violer, tes enfants, on va les vitrioler. Et ils ont déjà tué des gens, hein. Ça je le sais, je les ai vus, etc. C'est des assassins. Donc je me dis, ouf, qu'est-ce que je fais ? Donc il me régulièrement, donc le homard, il me tape régulièrement. Le Marseillais, il est cool, il est plus cool. Et puis Joe, il est dans la voiture, et lui, bon, il va en finir avec moi, parce que Joe, il est quand même assez... Vous dites qu'au contraire, c'était le geôlier sympa. Oui, parce qu'il aimait bien mes histoires de guerre, Joe. Je lui racontais en déjeuner. Un peu comme nous, en fait. Ben voilà. On a des points communs. Mais l'être humain est comme ça, hein. Il est assez, c'est un tueur, hein, au mini lupus. Et donc ça se termine assez mal. Je m'enfuis. À un moment donné, je fais toutes les photos qui volent, mais je les donne pas. Je les récupère. Et à un moment donné, je fais semblant. Les enfants sortent de l'école. C'est à peu près la fin de l'école. Je vois ma femme. Je lui dis écoute, là, il faut qu'on s'en aille. Et puis je lui dis, elle me dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Elle me dit, j'étais tout le temps avec eux. Il me dit, mais t'es pédé là ? T'es quoi avec ces mecs ? Je dis, non. Et là, je me déshabille, je suis couvert de bleu des pieds à la tête. Mais parce qu'ils me gardaient, ils avaient l'habitude, ils avaient travaillé avec la police, donc ils savaient très bien comment ne pas... Donc la tête est intacte, les membres sont intacts, mais tout le reste est tapé parce qu'ils tapent avec des trucs comme ça. Et je dis, regarde, voilà, ça c'est moi, il faut qu'on s'en aille, parce que là, ils m'attendent, je pense que c'est la fin. Deux mois de séquestration à ciel ouvert. Un mois et demi dans la voiture. J'avais une Mercedes 380 SE qui a servi d'ailleurs à Doc Gineco, où il habitait dedans pendant un moment, qui a été rachetée plus tard. Je vais faire une autre histoire. C'est dans aucun truc que j'ai lu. Non, parce que je l'aime bien, il m'a pas cassé les couilles. Je veux dire, donc ça va. Il était là à cette époque-là déjà ? Oui. Non, bah, attends, je veux dire, c'est les grandes années, quoi. Je veux dire, tu retrouves tous les... Alors attends, racontez-nous l'histoire avec Doc Gineco dedans. Non, après, plus tard. Je vais faire une expo plus tard, et il y aura l'affaire... C'est pas fini. Ça, c'est à suivre. Donc, on a le pépère, là, et il commence à me casser les pieds, donc... Je pars en Suisse, parce que bon, mon père était en Suisse, etc. Là, je passe 2 mois. Quand je reviens... pas Nice, puis la Suisse, etc. Et qu'est-ce que je voulais dire ? Je rentre à Paris en septembre, ils sont en bas, ils ont récupéré une Golf Volkswagen, ils sont tous les jours là pour récupérer les trucs. Et bon, là, je vais voir un commissaire de police du 8e, j'habite dans le 8e, et là, je lui dis, voilà ce qui m'arrive. J'avais les cassettes de trucs, j'ai fait faire par un toubib un état des lieux. Et donc le commissaire de police, je ne donnerai pas son nom, il convoque le gars, là, Omar. Joe s'est fait arrêter pour tentative de viol une semaine auparavant, dans un parking sous les Champs-Élysées, c'est aux Invalides. Et donc Omar lui dit au commissaire, il dit, toi t'es une tarlouse, t'es une merde, moi je travaille pour ton chef, tu vas voir maintenant, t'es défoncé à la coque, toi on va te faire payer, si tu vas pas, on va te faire mettre à la circulation, etc. L'autre le regarde, il dit, ah oui, mettre à la circulation, pas de problème. Donc
Je m'en vais, il dit la confrontation est faite, ils disent Yann Morvan c'est un PD, on va l'enculer, il travaille pour nous maintenant, il va faire ce qu'on lui dit, etc. etc. Alors moi je veux dire un peu genre Beyrouth quoi. Et je me dis qu'est-ce qui se passe, etc. 2 jours après, le commissaire revient me voir, il me dit tout est réglé. Et je dis mais comment t'as réglé, t'as vu un peu, mais qu'est-ce qu'ils vont faire là? Il dit c'est pas compliqué. Il y a 2 bandes, là. Ça c'était les réseaux Pasqua. Hein, donc les réseaux Pasqua on les connaît. Moi je suis un ancien, je travaillais avec Jox, le PS, donc on les connaît. Je l'ai fait passer là avec tout ce qu'il m'a raconté, on a enregistré. Alors là il a de quoi. J'ai fait passer ça au juge le matin qui est avec nous. L'après-midi il aurait été relâché. Il a en D2 à Fresnes, t'inquiète pas, il a fait 6 mois de tôle. Terminé. Mais au départ, on vous dit de pas aller à la police quand on vous dit que c'est trop dangereux. Ah mais j'avais déjà été. Oui. Elle a été, à la télé, il m'a dit non. Mais bon, tous ces gens-là ont disparu. Je peux en parler maintenant parce que tout ça, c'est terminé. Alors parlez-nous un tout petit peu plus de Joe. C'est le moment Chirac, Pasqua, etc. Mais bon, ça peut continuer. On a eu l'histoire de Benalla. C'est un peu toujours les mêmes personnages qui reviennent. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le pays a besoin de gens pour faire les saloperies. Alors évidemment, le mec qui est en haut, il sait pas, mais les types en profitent. C'est-à-dire, par exemple, dans les cités pour le trafic de drogue, un mec qui travaille pour les flics, qui fait lui-même le trafic de drogue, il va dire, lui, il fait du trafic de drogue, comme ça, il récupère le business. Donc, et moi, j'ai été au Quai des Orfèvres quand j'ai sorti l'histoire de Joe dans Match, et là, on m'a dit, tu fermes ta gueule. Tu fermes ta gueule. Et on t'emmerde plus. Je lui dis, attendez les gars, c'est sympa de bosser avec des Joe comme ça. Ils disent, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Si on va on peut pas faire autrement. Je veux dire, dès qu'on est dans une ville tenue par les communistes, ils informent les dealers. Parce que c'est les dealers qui récupèrent la population et qui font voter pour eux. Donc nous, on ne peut pas travailler. Donc on est obligé de trouver des tontons comme ça, quoi. Je veux dire, ça marche comme ça. Et alors, Joe c'était le mec qui était en permanence avec la police. Oui, il avait mis au droit au logement pour savoir qui faisait quoi, etc. Effectivement, il avait quelques débordements sexuels, mais bon, il sortait. Ça allait pas. Bon, à l'époque, il n'y avait pas le problème qu'il y a aujourd'hui avec. Oui, un jour, vous allez le chercher au squat de la rue Saint-Sauveur, ou de rue Didot, je sais plus, le matin. Ouais. Il avait du mal à se réveiller quand même, Joe. Ça, c'est oui, parce que... et c'était très étonnant. Il était levé comme un animal. Je veux dire, j'ai vu un homme qui était comme un animal. Après, quand j'ai su qui il était, et quand j'ai lu, ça correspondait au lendemain de ce qui s'était passé. Alors vous avez vu que je ne dis pas qui c'est. Ouais, on tease l'histoire. Suspense, mais alors, il faut 1998, ça c'est la fin de l'histoire. Quand vous recevez une lettre de la prison de la Santé... Je reçois Salomon, qui était toujours en prison depuis dans mon texte, en fait, de tout le temps, il s'appelait Mehdi. Je sais pas pourquoi. Non, je comprends pas pourquoi. Oui, parce que j'ai changé le nom. Parce que il est sorti, maintenant, il s'est remis à travailler. Oui, non, vous l'avez encore changé. Et puis j'ai pas envie... bon. Et Salomon, il m'envoie une lettre, il me dit, écoute, il faut que je te dise qui est Joe, maintenant. Et Joe, c'est... Alors, et là, c'est magnifique. Guy Georges. Le fameux tueur en série. Joe, c'était Guy Georges, le plus gros serial killer français. Non, c'est Paulin. Est-ce que vous avez un polar? Un quoi? Un polar, oui, Jack. Le nôtre est cassé, les enfants l'ont jeté dans les cabinets. Et devant Paulin, je sais pas, ils sont... Vous allez pas me flammer mon histoire en me disant qu'il en a pas tué assez. Le truc, c'est qu'il en a tué 8 confirmés, quoi. Mais après, bon. Est-ce que Joe a pu tuer ces 8 femmes parce qu'il était indiqué, comme il était à la police, vous pouvez pas le soupçonner? Non, mais Joe était absolument sympa. Moi, je veux dire, jusqu'au moment où ça a dérapé, quand il y a cette histoire de faux news, c'est un type qui était défoncé au shit en permanence. Il vendait du shit à tout le monde. Dans les squats où il était... alors, bon, il y aura un fanzine Yann Morvan squat qui va sortir là dans pas longtemps. Je vous encourage à vous le procurer, parce qu'il y a la vie du squat où vivait Joe. Après, il va y avoir le squat de la rue Saint-Sauveur où vivait Joe. Donc, toutes les photos. Donc, je vous encourage à vous procurer ces éléments extraordinaires d'histoire de notre pays. Et Joe était absolument sympa. C'est pas... De toute façon, les psychopathes, moi j'en ai rencontré tellement à la guerre, par exemple, parce que là, on est en paix, donc un type qui tue, mais à la guerre, vous avez une collection de psychopathes formidable, parce que c'est quand même un terrain fertile. Je me suis retrouvé une fois à Dar el-Khamar avec Samir Jaja, qui était maître de guerre, qui nous reçoit dans son château. Et
j'étais avec Sami Ketz, le correspondant pour le Moyen-Orient de l'AFP, et il a Voltaire et Rousseau de chaque côté, dans des éditions rares. Et il commence à parler philosophie. Et à un moment donné, il dit « Je vous encourage à venir à tel village, on va vous montrer comment nous, les chrétiens, eh bien, on organise la vie en commun avec les musulmans. » Alors avec Sami, connaissant son pédigré, on s'est dit, il faut quand même faire attention. On n'y a pas été. Il a invité une télévision mexicaine. Tout le monde est mort, hein, les habitants et la télévision. Donc, voilà, j'ai rencontré énormément de psychopathes, de sociopathes, de malades mentaux dans ma vie. Hein. Et c'est vrai que ces gens-là se dissimulent formidablement. Mesdames, vous avez les pervers narcissiques là, qui tournent autour de vous en permanence. Vous devez les connaître, jalousie, machin, etc. etc. Donc ça, c'est la base de base. Hein. Et le jour où Guy Georges venait tuer une fille... Comment vous avez repéré qu'il venait de tuer? Mais non, j'ai pas repéré qu'il avait tué. C'était étrange. J'ai vu comme un animal. Et je pense que le homard, une fois, j'étais dans sa voiture. Il y a un truc qui m'avait choqué parce qu'il faisait du mal en permanence. Il avait tué quelqu'un. J'étais là à coups de pied, etc. Et donc, il a fait condamner quelqu'un d'autre à sa place parce que lui aussi travaillait, il émargeait au réseau Pasqua. Et il tabassait, etc. Et j'ai vu quelque chose. Et je suis pas du tout un mystique, moi, parce que je suis quand même un pragmatique fondamental, plus anglo-saxon que mérovingien. Et j'ai vu ses yeux tourner dans sa tête comme ça, et je l'ai vu baver. Et je lui dis, mais tu es le mal, tu es le diable. Pourquoi ? C'est des choses très fortes, hein, quand vous connaissez comme moi, qui suis tout le temps un peu borderline entre le truc, vous rencontrez des gens assez incroyables. Et là, les yeux tournaient, et j'ai vu le blanc de l'œil, c'était incroyable, la bave qui coulait comme ça, je sais pas, il avait pris trop de coke, je sais pas, il avait fait un truc pas normal. Et il me dit, je lui dis, mais tu es le diable, tu tues les gens, mais que c'est pas possible, etc. Et là, il me tenait, hein, il me maîtrisait, parce qu'il me tapait dessus, il me menaçait, etc. Et il me dit, je vais te dire pourquoi. Et il m'a dit, voilà, parce que ma mère, avec ses amis, ont essayé de me tuer avant que je naisse avec des aiguilles à tricoter. J'ai résisté. Et maintenant, j'en veux à l'humanité entière. Non, mais vous voyez, les trucs de Toto, quoi. Je veux dire, et je me rappelle de quand j'étais un fœtus et qu'ils étaient toutes les femmes avec des aiguilles à tricoter. Non, mais bon, on est dans le film d'horreur total. Et ces gens-là font l'horreur. Et alors, comment Guy Georges a pu faire 8 meurtres sans être arrêté ? Qu'est-ce qu'il a... Parce que c'est la police, il y a une heure de la police là-dedans. Mais ils l'ont attrapé avec l'ADN, hein, parce que déjà, ils l'ont attrapé avec l'ADN en 98 en faisant des recoupements. Et puis, il y a combien de meurtres? Vous voyez pas tous les jours les gens qui disparaissent et des trucs comme ça? Bon, quand on en chope un, il y en a 10 qui... Mesdemoiselles, vous êtes charmantes, jolies, etc. Mais dans la rue, vous disparaissez. Bon, voilà, si... D'ailleurs, Guy Georges a dit de sa prison... Est-ce que je peux faire une photo? Ils sont partis, il y en a 2 qui sont partis, là. Le public s'enfuit au fur et à mesure. Mais Guy Georges a dit de sa prison, vous seriez le premier sur la liste. Oui, il a écrit, il a dit que j'étais le premier sur la liste, oui. Pourquoi? Parce que j'ai fait beaucoup d'argent sur du Guy Georges. Avec les photos de lui. Ça vend bien. Mais c'est sûr que ça fascine les gens, mais ça, c'est le côté morbide et voyeur de l'humanité. C'est-à-dire que, regardez, là, je regarde BFM TV, c'est un tissu de ce qu'on voyait dans les années 80, 70, avec détectives, Key Police, etc. Plus c'est glauque et sordide, et plus ça plaît aux gens, quoi. Je veux dire, il y a un fond, on va parler de Cyril Hanouna, cette espèce de vulgarité, de ce qui est glauque. Les gens ne vont plus à l'école, ils n'ont pas d'éducation. C'est du tout venant, c'est pathétique, quoi. Je veux dire, alors la mort des autres, la souffrance des autres, quelque part, ça doit les rassurer, de dire, il y a pire que moi. Je veux dire, une jeune fille belle et jolie qui disparaît, qui est découpée en morceaux, il y a un mec frustré, une nana moche qui va dire, c'est bien fait pour sa gueule. Je veux dire, ça fonctionne réellement comme ça. Hein. Ça fait 47 ans que je fais ce boulot. Je veux dire, et je continue. Et je veux dire, c'est pas triste, hein, ce qui se passe dans la tête des gens. Hein. C'est pas beau. Hein. Et alors, vous expliquez à propos de... Et on n'a plus la religion, maintenant. Avant, il y avait le curé qui disait, tu vas te confesser et tout et tout. Maintenant, il n'y a même plus ça. Alors maintenant, c'est OK Garden, quoi. Mais ce qui est incroyable, c'est le succès qu'a Guy Georges en prison. Voilà. Bah oui, parce que... il a des lettres d'admiratrices tous les jours.
Ça va pas s'arranger, hein, le truc. Moi, je vois là, puisque je continue à travailler, hein, malgré mon grand âge. Je continue à faire les mêmes choses que je faisais avant, et ça s'arrange pas parce qu'il n'y a plus de garde-fous. C'est-à-dire que toutes les vannes sont ouvertes. C'est-à-dire qu'on a plus la patrie. Avant, il y avait la patrie, la nation. Là, je suis français, je suis fier de l'être. Non, t'as un drapeau français, vous faites casser la gueule dans la rue. Bon, après il y avait la famille, il n'y a plus de famille, hein, il y a 70% de familles décomposées, etc., ceci, cela. Et il y avait la religion. La religion, c'était un truc qu'on aime ou qu'on n'aime pas, qui tenait un peu les gens, c'est-à-dire que le bien, le mal, etc. Aujourd'hui, il n'y a plus de bien, il n'y a plus de mal. Alors pourquoi pas ? Je veux dire, tu es quelqu'un, oui, mais après tout, c'est son karma, pourquoi ? C'est ni bien ni mal. Les jeux vidéo, par exemple, effectivement, les gamins qui vont depuis l'âge de 7 ans, ils sont en train de faire du Street Fighter. Là, à 13 ans, ils ont des couteaux, ils s'entretuent, c'est tout, ça ne va pas plus loin. C'est comme ça, je veux dire. Il faut s'habituer, il faut s'adapter. Et vous allez encore dans les gangs et dans les bandes Bien maintenant ? sûr. Et alors ? Vous êtes reçu comment ? Alors, mes photos sont placardées sur les murs. Ah oui ? Les photos, j'ai photographié les gangs depuis les années 75. Donc quand j'arrive, il y a une espèce de... Et les gens, si je les photographie, ils sont fiers. C'est-à-dire, c'est un peu... je suis comme le pape le pape photographique des gangs. Des psychopathes. Mais je le fais et je continue à le faire parce que... je crois que le problème, en majorité, c'est que tous ces gens-là ont besoin de reconnaissance. C'est-à-dire que la société ne les reconnaît pas. À partir du moment où ils ont de la reconnaissance, il n'y a pas de mauvais. Il y a des gens qui sont fondamentalement débiles et fous. Et ça peut venir parce que les parents sont drogués ou ils sont alcooliques. Moi, je suis breton et je sais, dans ma famille, moi j'ai un cousin qui prend le métro en chaussons. Hein. Je veux dire, non, mais je l'ai vu faire. Donc, mais ça, c'est des problèmes d'alcoolisme sur des générations. Donc, on a quand même un vieux lourd tribut. En Europe aussi, en Bretagne, je sais que j'ai des cousins, arrière-cousins, qui ont pris du calva ça existe dans le biberon. Donc ça fait du mal. Maintenant, il y a toutes les drogues, les mamans qui se droguent, qui boivent, qui fument, etc. Donc le gamin là qui va sortir, il n'est pas très net, hein. Ça c'est sûr et certain. Donc ça fait des gens un peu bizarres, quoi. Disons qu'ils sont pas. Et la majeure partie des gens n'est pas comme ça. Il y a un truc. Le problème, c'est que aujourd'hui, tout le monde veut une dignité et veut exister. On n'est pas dans une société où on peut exister. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de tribus, il n'y a plus de famille, il n'y a plus de vieux, il n'y a plus de jeunes, etc. C'est chacun pour soi. C'est une véritable jungle. Moi, j'ai eu la chance ou la malchance de faire tellement de guerres que je vis en jungle permanente. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je ne peux pas vous dire depuis ce matin, c'est que des trucs de combat avec des bis, des machins, des gens qui se cassent la gueule, des gens qui vous menacent, pas des trucs de gang, des trucs du monde normal. Je veux dire. Et j'ai l'habitude, c'est-à-dire je sais faire. Mais la majeure partie des gens, ils ne sont pas dressés à se battre en permanence. La guerre m'a énormément apporté, c'est-à-dire l'esprit guerrier, c'est-à-dire que personne ne m'approche. Je veux dire, je suis complètement carapassonné. Ici, je me sens très bien, je suis toujours à l'aise. Je veux dire, je suis sur la défensive. J'ai une carapace terrible, et ça, c'est la guerre qui m'a apporté ça. Les gens ne sont pas comme ça. On leur vend du bisounours en permanence à la télé, on leur dit « Ouais, c'est super, tu vas consommer, tu vas avoir une belle auto, tu vas bien manger. Regarde McDonald's, ils vont te donner des trucs qui vont le rendre obèse. » Voilà. Toute la journée, on lui en balance plein la figure qui vont faire que le môme, il va devenir obèse, il va devenir con, il va devenir ceci, etc. Et puis à un moment donné, il va dire « Mais attends, on m'a dit de faire ça, c'était vachement bien, j'ai ouvert la télé, on m'a dit de bouffer du sucre, on m'a dit de faire ça, et je comprends pas pourquoi... les filles m'aiment pas, etc. Ben ouais, mais les parents sont pareils, etc. Et on fait des générations de gens comme ça aujourd'hui qui se battent pas, qui sont pas des héros, quoi. Alors que tout le monde est un héros en puissance. Il suffit de se prendre en charge, de dire je vais pas faire comme les autres, je vais suivre la nature et ça fonctionne plus, quoi. Je veux dire. Et donc on a une société qui est hédoniste, qui est consommatrice, qui a plus de... Je ne suis pas pour revenir au truc avec les curés. Moi, j'ai vécu quand j'étais à l'école en 58. J'avais une blouse bleue et le prof, il cassait la gueule des mecs quand tu faisais pas tes devoirs. C'était n'importe quoi. Et puis, si tu n'allais pas à l'église, tu étais aller au machin. Enfin, bon, c'était terrible aussi. Hein. Alors, ils ont tout pété, ces trucs-là, etc. Et maintenant, c'est a reverse. C'est comme d'extrême passer à l'autre. On est passé dans un truc de malade, quoi. Un truc de dingue. On peut faire n'importe quoi. Tout le monde fait n'importe quoi. Et puis, les gens ne sont pas dressés pour ça. Ils n'ont pas l'intellect. Ils n'ont pas la
la puissance du cerveau de pouvoir se gérer. C'est très compliqué de vivre. C'est très compliqué, c'est violent. En plus, on est dans une société, en plus, nous, là, l'Europe, en pleine déliquescence, c'est-à-dire on n'est plus des guerriers, on n'est plus des héros. Hein, dans 50 ans, tout ça est mort. On sera tous chinois, on aura tout vendu, etc. Donc, on aura intérêt. La première des choses que je dis, moi, quand je vois des... c'est apprenez le chinois. Moi, je vais souvent en Chine. J'ai beaucoup de clients chinois. J'adore les Chinois. Je bosser avec eux, ils sont carrés, mais ils bossent. Je veux dire, ils ne sont pas plus malins que nous, hein, mais je veux dire, ils savent très bien qu'il faut bosser. Bon, ici, les gens ne veulent plus travailler. L'État leur doit tout, etc. Bon, là, on a une dette qui part. Bon, tout ça, je ne vais pas faire des trucs, mais je dis que quand je fais des photos, j'essaye de rendre la dignité aux gens, j'essaye de leur rendre quelque chose de bien pour qu'ils puissent... Alors, quand je vais dans les gangs, ils ont des photos de moi, et je leur dis, je vais te photographier, tu me parles, tu me racontes ta vie, etc. Je vais te faire une belle photo, un beau portrait, etc. Et pour ça, je suis bienvenu, quoi. Je veux dire, parce qu'il n'y a pas, à part, je dis, 1% de tarés débiles qui ne peuvent rien faire, qui vont euthanasier parce que, bon, bah, ils n'ont pas eu de peau, ça s'est passé comme ça. Le reste, tout le monde est sauvable. Et il y a des gens formidables, hein, dans les cités, dans les trucs comme ça. Il y a une énergie qui n'y a plus, là, dans les milieux que je vois. Moi, je travaille avec des bourgeois en permanence, hein, etc. Il n'y a plus de moelle, il n'y a plus rien. C'est un truc qui est mou, c'est, bah, ceci, cela, etc. Alors que la création, elle est dans les banlieues, elle est dans les cités, elle est dans les machins, parce que les gens, ils ont la rage, quoi. Ils ont les dents qui rayent le parquet. Et je veux dire, c'est eux qui font avancer. Écoutez Yann Morvan. Écoutez Yann Morvan. Là, c'était Yann Morvan, président. C'était le meeting. Non, mais c'est vrai que quand on dit tu photographies... Tous les psychopathes de France vont se reconnaître en nous. Il y en a, il y a des psychopathes. Guy Georges, on reprend Guy Georges chez lui. Guy Georges dit quoi? Enfant abandonné, etc., par sa famille, récupéré, etc. La haine des blondes, pourquoi? Parce que là aussi, il y a un côté, une dimension marxiste, je dirais, économique et tout. Bon, il y avait un truc qui allait pas, on connaît pas les parents, etc., mais ça devait être quand même de le laisser comme ça. À un moment, ça a ripé, quoi. Il paraît qu'il y a une concurrence entre les serial killers. Par exemple, Michel Fourniret, aujourd'hui, est revenu sur le devant de la scène, parce que comme il avait peur qu'on lui ait pris la place par Norman Lelandais, il s'est dit, tiens, je suis plus le plus connu, alors je vais avouer le meurtre de la petite Estelle Mouzin, comme ça, je serai le serial killer encore qui reste le plus célèbre. Ouais, mais alors ils ont... Bon, alors j'ai fait une photo de Badinter, le prochain livre qui sort, là. Ça encourage. Célèbre. Une petite page de publicité, le 28 avril, il y a 1981 qui sort avec la Fondation Mitterrand, et donc préface d'Hubert Védrine et compagnie. Donc j'ai une photo célèbre que j'ai faite de Badinter à la Tribune pour l'abolition de la peine de mort. Moi, je suis pour la peine de mort. Il y a des gens, il faut leur couper la tête. Parce que quand ils vont sortir, ils vont retuer. Il n'y a rien à faire. C'est-à-dire, c'est dans leur... on peut pas. Alors, c'est terrible, hein, d'infliger la mort. Mais aujourd'hui, on a des moyens de savoir qui a tué. Avant, effectivement, c'était des innocents. Parce que, on s'arrangeait, etc. Maintenant, c'est fini tout ça. Donc, maintenant, on coupe les têtes. Ou alors, c'est vrai que c'est pire de laisser quelqu'un à perpétuité totale en prison. Parce que enfermer quelqu'un jusqu'à la fin de ses jours, je trouve que c'est le pire. Moi, je veux dire, à choisir, on me dit, est-ce qu'on te met en prison jusqu'à ta mort ou on te coupe la tête? Je dirais, tu coupes la tête, comme ça, c'est réglé. Je veux dire, quelque part, c'est plus ça. Mais ils sortent, Jean-Claude Roman, il est sorti. Oui, lui, il est sorti. Il vient de sortir. Mais Guy Georges, il va sortir. Moi, j'attends la sortie. Je fais la photo, je me refais encore une double dans le match. Premier tué. Le premier retué par Guy Georges. C'est ça. Mais c'est le premier sur ma liste. Ma liste est là, pan. Allez. Il fait quoi, Guy Georges, en prison? Je sais pas. Il a grossi, pareil. Ah ouais? C'est important de parler du poids de Guy Georges. On est sur des sujets essentiels. Pour les mecs, c'est le principal. Hein. Est-ce que t'es gros? Est-ce que t'as maigré? Est-ce que t'as grossi? Hein. Mais il baise en prison? Oui, non. Je sais pas. Moi, je m'intéresse moyennement à ça. C'est passé. J'attends qu'il ressorte. Vous n'êtes jamais allé le voir en prison? Non, mais attends, t'as vu ce qui est très... il dit cette pédale de Yann Morvan, il est le premier sur ma liste. Je trouve que c'est pas très sympa, non? Le mec est pas hyper cool après de réputation. Et alors, il y a un truc horrible, c'est que quand j'étais au Quai des Orfèvres, j'ai été convoqué en 98 pour qu'on me dise de fermer ma gueule. Il faut pas dire que, est un indique. Ils m'ont montré les photos de ce qu'ils faisaient aux dames. Je veux dire, c'est pas triste, hein, quand même. Ah oui, c'était comment? Je peux pas dire. Non, c'est horrible. Parce qu'il y a un truc, la dimension que, là on plaisante, on est dans un bel intérieur, c'est formidable, on est entre nous, l'entre-soi, etc. Je suis venu en Uber, j'ai des souliers cirés, etc. Mais la réalité du terrain, c'est l'horreur totale.
quand on n'a pas été sur le terrain, quand on n'a pas marché sur des cadavres, quand on n'a pas vu ses potes. Là, j'ai un pote à moi là, qui est un Breton qui travaille avec les Russes, là, qui était sniper, il a sauté sur une mine. Je peux vous monter la photo, il m'a envoyé sa photo, son bras, c'est un truc... on dirait une langue de bœuf, quoi. Tellement c'est horrible. Je veux dire, vous imaginez pas comment c'est la réalité vraie du terrain. Et tant qu'on n'a pas vu ça, et la police vous a demandé de faire... Parce que dans tous les reportages que j'ai faits d'entrée d'accusé sur Guy Georges, on raconte pas qu'il était indique. Oh bah non, mais là on le dit. Mais là c'est... Attendez, là c'est des propos entre nous. Hein, Rien n'est enregistré, là. Rien n'est enregistré. Ça a complètement dérapé, là. Non, ça n'a pas dérapé parce que je pense que ça date de 95. Évidemment, il y a un changement de gouvernement. Ils savent très bien. Et effectivement, tous les gens, à un moment donné, c'est pas des héros au gouvernement. Hein. Ils sont parfois... ils peuvent se tromper aussi. Ils ne savaient pas qu'il était un tueur en série. Des indices, ils en ont tout le temps. Ils n'ont pas le choix. Il faut qu'ils aient des informations. Ce sont des informateurs, c'est tout à fait naturel et normal. Après, l'informateur, il utilise le fait d'être informateur pour prescrire ses lois personnelles. Ils ne peuvent pas le savoir. Je veux dire, on ne peut pas leur en vouloir. Comme là l'histoire du Covid, là, ils essayent de faire au mieux, mais ils ne savent pas le virus, qui a fabriqué le virus, comment il va muter, on ne sait pas. Je veux dire, le problème, c'est le problème de terrain. C'est facile de dire ça, c'est pas bien après, a posteriori, mais quand on est dans l'action, on ne sait pas. Dans l'action, on ne sait pas. Hein. Aujourd'hui, j'ai envoyé balader ma galeriste. Elle m'a fait un truc, je lui ai dit, je ne travaille plus avec toi, c'est fini. Pourquoi ? Parce qu'elle a fait quelque chose qui ne me plaisait pas. J'ai pris un risque. Je lui ai dit, tu sais, moi j'ai l'habitude, ma vie, c'est en permanence, c'est de prendre des risques. Ben voilà, je ne veux plus travailler avec toi, c'est fini. Bon, elle a fait un truc qui ne m'a pas plu. Je lui ai dit, maintenant c'est fini. Je prends un risque, il faut trouver une autre galerie, etc. Il faut recommencer, patati patata, etc. Mais est-ce que j'ai raison, est-ce que j'ai tort ? J'en sais rien. Mais il faut toujours... C'est le terrain, l'expérience du terrain. Il y avait sur BFM TV, ce matin, il y avait un mec qui disait un truc, c'est qu'on ne peut pas prévoir. Il faut prendre des décisions à tous les moments. Et les décisions, on n'est pas sûr d'avoir raison, quoi. Mais c'est dur de prendre des décisions. Et c'est facile toujours d'être derrière, ah oui, c'est un sale type, etc., etc. Guy Georges, il a pris des décisions, il a tué des gens. Il mérite qu'on lui coupe la tête, c'est tout. C'est la loi. Il faut à un moment donné, on prend des décisions, et il faut les assumer. Il faut payer. Belle conclusion. Écoutez, Yann Morvan, on était ravis de vous avoir reçu dans cette émission. Merci beaucoup à tous. Salut et fraternité. Dans leur soupe, d'assassiner la poule aux œufs d'argent, de ne prévoir que le bout de l'enfant. J'accuse les hommes de salir les torrents, d'empoisonner le sable des enfants, de névroser l'âme des pauvres gens, de nécroser le fond des océans. De violer les étoiles pour faire bander le cap canavéral, de se repaître de sexe et de sang pour oublier qu'ils sont des impuissants, de rassembler les génies du néant, de pétroler l'aile des goélands, d'atomiser le peu d'air qu'ils respirent, de s'enfumer pour moi se voir mourir. Sans pardon, au nom d'un homme ou d'une religion. J'accuse les hommes